Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Up en ce lundi matin. On va prendre la direction de l'Australie ensemble où vous allez le voir, on ne plaisante pas avec le coronavirus et surtout avec les fausses publicités. Lorna Jane, célèbre marque de sport australienne, vient d'en faire les frais. La marque de leggings avait tout simplement vanté les mérites de ses produits en les assurant être anti-virus, essayant au passage de profiter de la pandémie pour augmenter ses ventes avec cet argument pour le moins surprenant. La marque devra payer une amende de 24 000 €. L'administration australienne, qui a évidemment peur que les Australiens puissent réduire leur vigilance avec ce type de fausses informations, a mis les bouchées doubles. Merci beaucoup à Clarisse Coumeau qui a illustré mon édito ce matin. À quoi ressembleront les villes du futur et par ricochet l'immobilier du futur? Réponse dans un instant avec Frédéric Miquel, patron de Cardam. On parlera aussi d'une méthode pour apprendre à coder sans écran pour les enfants et également de la vague du do-it-yourself qui s'est affirmée pendant le confinement avec la fondatrice de iMake. Mais tout de suite, les 4 chiffres du jour, c'est avec vous, Olivia Yéré-Daubray. Bonjour. Bonjour Capucine, bonjour à tous. Selon le gouverneur de la Banque d'Israël, Amit Yaro, le déficit du pays devrait doubler, passant de 6,4% du PIB actuellement à 13% d'ici la fin de l'année. En effet, de nouvelles fermetures de commerce seront nécessaires pour gérer la pandémie de Covid-19. Les fermetures de week-end, par exemple, coûteront chacune 1,8 milliard de shekels à l'économie israélienne. Les responsables du ministère des Finances prévoient une baisse du PIB entre 5,9% et 7,2% en 2020. Et on passe au deuxième chiffre que vous avez choisi. 450 000 €, c'est la somme que devra verser l'assureur Albingia à 5 établissements de la marque Originals Hotels. Ils avaient assigné leur compagnie d'assurance en référé le 9 juillet, après lui avoir adressé une déclaration de sinistre suite à leur fermeture le 15 mars. Le tribunal de commerce de Nanterre leur a donc donné raison hier. Cette indemnisation servira à couvrir 2 mois de perte d'exploitation liées à l'épidémie de Covid-19, et ce, dans l'attente d'une expertise détaillée. Autre chiffre qui concerne la Banque européenne d'investissement qui annonce une aide aux pays partenaires de l'Europe et ce, à travers le monde. En effet, Capucine, la BEI s'apprête à déployer 16,6 milliards d'euros pour appuyer plusieurs pays dans leur riposte contre le coronavirus. 60% de ce programme servira à améliorer la santé et consolider les services publics. Une grande partie des prêts sera octroyée à l'Afrique. 800 millions d'euros, par exemple, sont destinés aux entreprises égyptiennes qui luttent contre le Covid-19. La BEI financera également des projets liés au climat, au transport, à l'énergie et au logement. Et on part dans l'espace pour votre dernier chiffre avec une start-up qui construit un ballon pour aller dans l'espace. Tout à fait, Capucine, 125 000 $. C'est le prix du billet à bord du vaisseau spatial Neptune, créé par l'entreprise Space Perspective. Alors, plusieurs entreprises cherchent à pénétrer le marché émergent du tourisme spatial, mais cette start-up se distingue par l'originalité de son appareil en forme de ballon. Une visite aller-retour de l'espace prendra environ 6 heures et il y aura à bord 8 passagers au maximum. À la plus haute altitude, les passagers pourront admirer les contours de la Terre. Et enfin, le premier voyage de ce ballon spatial est prévu pour début 2021. Merci beaucoup Olivia, à demain. Tout de suite, on enchaîne avec Smart Leader. Frédéric Miquel, bonjour, vous êtes le patron de Cardam. Cardam, c'est un acteur français indépendant et intégré de l'immobilier professionnel. 86 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2019, 400 collaborateurs quand même. Aujourd'hui, votre métier et la raison d'être de votre métier sont au cœur de l'actualité. Bonjour Capucine, oui effectivement on peut considérer qu'il se passe pas mal de choses actuellement dans l'immobilier et puis ça a été évidemment très questionné suite à cette triste affaire du Covid. Je dirais que vous en parlez au passé mais c'est toujours du présent. C'est toujours d'actualité bien évidemment, je crois que personne ne sait combien de temps ça va durer et jusqu'où ça va durer. Effectivement on a beaucoup questionné l'utilisation des bureaux, est-ce que les bureaux seront toujours les mêmes, est-ce qu'on continuera de venir au bureau? Est-ce que nous nous transformons tous en télétravailleurs? Je pense personnellement que non. Voilà, donc effectivement, on a pas mal parlé d'immobilier, en plus du fait que le secteur a été, dans sa globalité, quand même assez impacté par ce qui s'est passé. Est-ce que la raison d'être de votre métier est toujours identique? Est-ce qu'elle a changé plus que jamais. À cause du Covid?
plus que jamais, notre raison d'être, c'est globalement de faire des lieux qui sont plutôt des lieux de travail, mais ça, on pourra éventuellement revenir là-dessus. C'est moins exclusif que ça aujourd'hui. On va parler de lieux hybrides maintenant, parce que finalement, on peut travailler dans un hôtel. Et donc, quel service on doit fournir à l'utilisateur, je vais l'appeler comme ça, d'un hôtel? Est-ce que c'est de l'hôtellerie, de la restauration, ou on peut vivre dans un bureau? On peut vivre dans un bureau. Il y a beaucoup de phénomènes d'hybridation actuellement. Mais fondamentalement, la raison d'être de nos métiers, ce à quoi nous sommes attachés, c'est de faire des lieux qui, d'une part, vont être très qualitatifs en termes d'expérience utilisateur, qui vont apporter quelque chose de plus que simplement des murs, de la moquette et quelques fenêtres et de l'éclairage, et qui vont donc magnifier l'expérience utilisateur, magnifier l'expérience collective, apporter de la qualité de vie. Donnez-nous un exemple. Tous les bureaux sur lesquels nous travaillons aujourd'hui, la question à laquelle nous sommes confrontés, si on considère l'univers du bureau, bon, ça occupe beaucoup de gens, le bureau, c'est qu'est-ce que je vais faire dans mon bureau? Et en fait, on s'aperçoit qu'on peut travailler individuellement à peu près partout, à la maison, dans un train, dans un tiers-lieu, mais pourquoi est-ce que l'on va venir au bureau? En fait, on va venir au bureau, à mon avis, d'abord pour trouver du sens, et trouver du sens à l'action collective. C'est le but d'une entreprise, sinon on serait tous des freelancers. Trouver du sens à l'action collective et donc qu'est-ce que le bureau va pouvoir apporter comme service, comme organisation des lieux de façon à magnifier l'expérience individuelle, mais surtout l'expérience collective, participative. On va utiliser tous ces termes. Alors qu'est-ce que c'est la réponse ? Justement, qu'est-ce que vous apportez aux salariés dans les bureaux que vous construisez? La réponse, en fait, elle a plusieurs dimensions. Vous avez d'abord une dimension, j'ai envie de dire, émotionnelle. Est-ce que vous pouvez créer des espaces de travail, c'est déjà pas mal, mais vous pouvez créer des lieux de travail. Un lieu de travail, c'est un espace qui est habité par un esprit d'équipe, par un ADN d'entreprise. Donc, il y a déjà une dimension émotionnelle des choses. Comment est-ce qu'on va créer de l'émotion dans un bureau qui va faire que finalement, on a envie de travailler plutôt là que dans n'importe quel café. Après, vous allez également rendre des services à l'utilisateur. Qu'est-ce qui va faire que dans mon bureau, je vais pouvoir soit un peu mieux organiser ma vie, soit tout simplement avoir un meilleur accès à la technologie dont j'ai besoin pour travailler. Et bien évidemment aussi, on va se poser la question de savoir comment est-ce qu'on organise le travail collaboratif à l'intérieur d'un espace. Et là, ça va des canapés profonds jusqu'au dernier développement de la technologie. Alors, je reviens à la crise. Est-ce qu'elle a accéléré une tendance sur laquelle vous étiez vraiment... Oui, elle n'a fait qu'accélérer en fait les choses ou révéler à certains acteurs. Mais les choses étaient déjà émergentes. Non, elle ne vous a pas pris de court alors? Non. Non, elle a conceptuellement. Alors concrètement, dans quel sens est-ce que vous accélérez aujourd'hui à cause de cette crise? Je dirais en fait, on va continuer à travailler, ce sont des investissements pour nous assez récents, sur tout ce qui relève de la digitalisation au sens large. Parce qu'en fait, ça va impacter beaucoup de dimensions dans nos métiers. Le digital dans l'immobilier, c'est quelque chose qui est assez récent, qui est très complexe. Les bâtiments tertiaires, vous prenez une tour à la Défense, c'est un objet d'une complexité terrible. La question, c'est comment est-ce que en apportant des technologies digitales, vous allez rendre des meilleurs services à l'utilisateur, qui va être, par exemple, en train de passer assez rapidement, peut-être plusieurs fois dans la journée, d'une situation de travail au bureau dans une situation de télétravail. Comment est-ce que je fais pour éviter une disruption? Comment est-ce que je fais? On a tous vécu le problème du serveur de l'entreprise qui ne vous reconnaît pas, de la salle de visioconférence qui met 20 minutes à se mettre en route. On a tous vécu ça. Mais il y a d'autres dimensions. Il y a la dimension du gestionnaire, par exemple. Vous êtes un gestionnaire d'immeuble, vous allez vous retrouver à gérer une quantité de télétravail beaucoup plus importante. La conséquence immédiate, c'est que vos bureaux vont être un peu vides. Mais justement, comment vous gérez ça? Vous avez des clients qui vous commandent des bureaux. Aujourd'hui, avec le télétravail, on voit beaucoup d'entreprises qui stoppent les baux commerciaux. Est-ce que les demandes sont en train de s'effondrer? Est-ce qu'avec le télétravail, vous voyez une baisse brutale de votre chiffre d'affaires? Non, ça paraîtrait assez normal. Non,
je ne pense pas qu'on va connaître ça dans le futur. Là, aujourd'hui, vous ne voyez rien par rapport à il y a Nous, un an. on constate aujourd'hui, du fait de la crise, comme dans des tas de secteurs d'activité, une baisse du chiffre d'affaires liée au fait que les projets sont un peu reportés, que les entreprises font des économies. Mais l'impact du télétravail, Mais non. vous ne le voyez pas du tout? Non, parce que d'abord, ça existait déjà. Ça existait déjà, mais là, il y a des entreprises, on l'a vu avec Peugeot, par exemple, qui sont en train de... Ils sont en train de revenir dessus, si j'ai bien compris. Hein. Ils sont en train de revenir dessus. Ils pensent qu'ils sont allés un peu vite en Ils sont allés tellement loin qu'ils sont peut-être en train d'en revenir dessus. Oui, Enfin, oui. des entreprises qui, finalement, lâchent des bureaux parce qu'elles veulent mettre les salariés 2 ou 3 jours en télétravail, c'est quand même de plus en plus fréquent. Et 2 ou 3 jours, du coup, ça a un impact Mais sur... oui, est-ce que ça a changé fondamentalement le point de vue que l'on a sur la chose? Non. On sait, de toute éternité, on l'a constaté sur tous nos projets, il y a des tas d'études là-dessus, qu'en fait, quand vous utilisez des mètres carrés tertiaires, la moitié de ces mètres carrés sont en permanence vides, inutilisés. Les bureaux ne sont pas occupés, les salles de réunion sont vides, etc., etc. Donc c'est un phénomène qui existait déjà. Alors, est-ce que le télétravail va rendre ce phénomène un peu plus visible? Peut-être, mais ça existait déjà et on travaillait déjà sur ces questions-là. Frédéric Miquel, un bureau post-Covid, ça va ressembler à quoi? Ça sera très certainement un bureau où on aura plus d'espace, sans doute un peu plus de mètres carrés par habitant, je dirais. Ça sera un bureau, puisqu'on a développé le télétravail, je disais, on va maintenant apporter dans les bureaux plus d'accueil, plus de facilité pour du travail collectif, donc il y aura sans doute plus de salles de réunion. On va venir au bureau pour rencontrer les autres plus fréquemment qu'on ne le faisait par le passé. Aujourd'hui, je peux faire mon travail personnel à la maison, mais si je viens au bureau, c'est pour rencontrer les autres. Donc il va y avoir une morphologie un peu différente des bureaux, sans doute des bureaux plus accueillants. Je ne crois absolument pas au fait que nous verrons des bureaux avec des parois en plexiglas, parce que... Comment est-ce que vous faites rentrer le bureau et le bâtiment de manière plus globale dans l'ère du tout connecté? Comment est-ce que vous travaillez? Alors, en fait, il y a plusieurs dimensions là-dedans. Qu'est-ce que l'on appelle l'ère du tout connecté? Ce qui est certain, c'est que vous devez, dans un espace de travail, je dirais, contemporain, du futur a fortiori, faire en sorte que l'espace de travail soit asservi à l'utilisateur, reconnaisse l'utilisateur. Vous savez, ce qui vous agace le plus dans un espace de travail, ça aussi ça a été étudié 37 fois, c'est qu'en fait, la technologie est conflictuelle avec vous, elle s'oppose à vous. Vous n'arrivez pas à régler à votre éclairage, vous n'arrivez pas à régler votre clim, vous n'arrivez pas à brancher votre machine, la visio ne s'allume pas. C'est ça, en fait, qui gêne l'utilisateur. Donc, du point de vue de l'utilisateur, du service à l'utilisateur, il faudra rendre ces choses extrêmement fluides. Alors, il y a beaucoup de progrès techniques actuellement. Tout ce qu'on appelle les IoT, toutes les technologies radio, les Wi-Fi, etc., permettent de faire des miracles. Et puis après, vous avez un autre point de vue qui est celui de l'exploitant de ce bâtiment. Comment est-ce que vous faites? Je disais tout à l'heure, la moitié des mètres carrés ne servent à rien. Vous allez avoir des utilisations plus fluides du bâtiment tertiaire, des gens qui vont aller et venir, qui seront un jour là, un jour pas là, qui vont se connecter comme ça à la volée. Il faut que ça soit très facile. Comment est-ce que vous gérez ça, vous, en tant qu'exploitant du bâtiment? Est-ce que vous êtes capable de gérer la clim, l'éclairage, toutes les lots techniques, ce qu'on appelle les lots techniques, en fonction de la réelle utilisation des bâtiments, s'il y a des gens dedans ou pas? Le bâtiment intelligent, ça va devenir un des piliers de votre stratégie. Aujourd'hui, ça représente quoi en termes de part de marché? Je suis incapable de vous parler de part de marché parce que c'est un marché qui est vraiment émergent. Mais qui croît à une vitesse vertigineuse. Ça croit. En termes de chiffre d'affaires, je ne parlerai pas de chiffre d'affaires parce que vraiment c'est chez vous. Chez nous, ça doit être 5% du chiffre d'affaires. 5%. Et quelles sont vos perspectives? Mais c'est les plus jolis 5% du chiffre d'affaires. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez l'émergence d'une vraie réflexion au niveau des opérateurs qui sont en amont de la chaîne immobilière, les promoteurs, les investisseurs, etc. Une réflexion sur qu'est-ce qui va faire la commercialité de mon bâtiment tertiaire, le plus souvent, dans les années à venir. Et sa commercialité, c'est les services qu'il va rendre à l'utilisateur et la qualité d'exploitation, c'est-à-dire l'économie de son exploitation. Et ça passe par le digital maintenant. Donc ces acteurs qui sont les acteurs lourds de l'immobilier, ceux qui mettent de l'argent dans les bâtiments,
commencent à s'intéresser à ces questions-là. Et donc, on commence à voir émerger des programmes de promotion immobilière, et nous avons des clients que je ne citerai pas ici, mais qui s'engagent dans cette voie, où en fait, on va vraiment produire, j'ai envie de dire à la chaîne, des smart buildings. Jusqu'à présent, les smart buildings, c'était des démonstrateurs, des bâtiments un peu exceptionnels qui coûtaient des sommes folles, bon, et qui étaient très intéressants, hein, c'est le rôle des démonstrateurs. Mais aujourd'hui, je pense qu'on est en train de s'engager dans une approche en fait beaucoup plus régulière et que je qualifierais d'industrielle de ces bâtiments digitalisés. Un mot de la cybersécurité des bâtiments à présent. Est-ce que c'est l'avenir et quel type de relais de croissance est-ce que ça représente pour vous ? Alors nous nous sommes immédiatement intéressés à ce sujet-là. Alors entre autres parce que nous avons des équipes, des gens qui viennent de ce monde-là. Et en fait, il faut se représenter que dans l'état actuel des choses, avec les IoT que vous avez... Les objets connectés. Oui, les objets connectés que vous avez dans des bâtiments qui vont piloter la clim, l'éclairage, etc. Vous créez autant de portes d'entrée pour un malveillant, un hacker quelconque. Il y a des histoires absolument saugrenues. Il y a des hackers qui sont rentrés dans je ne sais plus quel bâtiment d'entreprise par l'adresse IP du petit bidule qui pilotait l'aquarium qui était dans le hall. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça signifie. Donc quand vous fabriquez un bâtiment où vous avez des centaines, des milliers d'IoT qui ont une adresse IP, vous créez autant de portes d'entrée dans le bâtiment. Donc c'est un énorme sujet. Et en fait, on a eu jusqu'à présent, je dirais, à mon avis, une approche un peu naïve de la digitalisation des bâtiments, un peu enfantine. C'est super, ça fait des trucs géniaux. Mais en fait, non. Les entreprises qui habitent là-dedans sont confrontées à des vrais problèmes de sécurité. Donc l'activité que nous avons créée, on l'appelle Cardam Cyber Building, parce que voilà, c'est une espèce de mot hybride entre cybersécurité et smart building, parce que ça sera vraiment au cœur du débat. Donc c'est un relais de croissance, hein, c'était ma question. C'est un relais de croissance absolument évident et on ne peut pas concevoir la digitalisation, à notre avis, la digitalisation des bâtiments tertiaires sans traiter lourdement la question de la cybersécurité. Merci beaucoup Frédéric Miquel, je rappelle que vous êtes le patron de Cardam. Tout de suite, Smart Tomorrow avec Armando Sampaio. Smart Tomorrow, tout de suite avec Armando Sampaio. Bonjour Armando. Bonjour Capucine. Bienvenue. Également sur ce plateau avec nous, Marine Billis, vous êtes la fondatrice de T-Bike. Bonjour. Bienvenue. Merci. Et Amélia Matar, vous êtes la CEO de Coloris. On va parler du code et d'une nouvelle façon de coder avec vous pour les enfants aujourd'hui. Bonjour. Mais avant tout, on va s'intéresser ensemble, à Mancho, à l'essor des marques DNVB. Alors DNVB, c'est de l'anglais, ça veut dire Digitally Native Virtual Brands. Ce sont donc des marques qui existent et qui se sont lancées exclusivement grâce à Internet, c'est ça ? Exactement. Je parle là de ces marques en fait, qui sont nées sur Internet, qui se développent sur Internet, qui ont un modèle économique qui intègre toute la chaîne de valeur et qui connecte directement avec les consommateurs. C'est un segment en croissance avec une multitude de marques dans tous les domaines de la consommation. Si on va parler en France, par exemple, on a des exemples comme les slips français ou Cézanne dans l'habillement. Mais il y a aussi des marques dans d'autres domaines complètement différents. Par exemple, Spring, qui vient de se lancer dans la lessive. Alors, le slip français ou Cézanne, ils ont commencé sur Internet, puis après, ils sont passés en magasin physique, hein, on est d'accord. Donc, c'était juste pour le départ, en fait. C'est toujours les grands défis, en fait. C'est le départ de ces marques-là. Et c'est une particularité de ces marques, en fait, de commencer par l'Internet. Parce que comme ça, ils créent une association très forte avec les consommateurs, dans un dialogue à travers les réseaux sociaux qui leur permettent d'améliorer la proposition produit et aussi l'expérience client. Mais après coup, pour son développement, il y a beaucoup de possibilités aussi de partir dans la communication directe aussi avec les consommateurs. Et la même chose, des partenariats avec des boutiques physiques, par exemple. Parce que c'est très important dans ces cas-là, parfois la question de comment est-ce qu'on peut améliorer l'expérience consommateur. Et c'est là où la connexion Internet, elle est super bonne pour pouvoir rapidement intégrer les retours des consommateurs ou puisse avoir des points de blocage. Est-ce que du coup, le potentiel de ces marques qui ont débuté sur Internet, il est plus important que si elles avaient débuté dans une boutique traditionnelle ? Ah oui, absolument. Parce qu'il faut imaginer aussi, c'est qu'en commençant une marque dans les traditionnels,
on a beaucoup de limitations. En fait, déjà, l'investissement dans les durs, comme on va dire, pour avoir ces magasins et une présence globale. Par Internet, on a toute la flexibilité d'intégrer toute la chaîne. Et on peut récupérer aussi beaucoup de données consommateurs qui vont nous permettre de bien développer les produits. Alors, un mot d'une marque qui s'appelle Spring, qui est en train de se lancer dans la lessive et donc complètement sur Internet aussi. De la lessive complètement sur Internet. C'est vrai qu'on n'y aurait pas pensé. Voilà, j'ai trouvé un exemple très intéressant pour exemplifier les cas de ces marques DNVB. Parce que c'est une start-up, ils viennent de faire leur levée de fonds, ils ont une différence produit, parce que c'est super important aussi d'avoir quelque chose que ça soit pertinent pour les consommateurs. Dans leur cas précis, c'est qu'ils changent un peu la règle du jeu de la lessive, parce qu'ils ont une formule qui essaie d'être très compacte au niveau de son contenu, pour réduire le volume et les poids, et aussi pour éliminer tout cela qui puisse être potentiellement nocif pour la santé. Le packaging, il est un carton dans un petit format qui permet la livraison par la poste. Une fois qu'on peut avoir la livraison par la poste, on peut changer totalement la routine d'achat de quelque chose qui c'est être très transactionnel, comme le cas de la lessive. Merci beaucoup Amancho, vous restez avec nous. Je rappelle que vous êtes consultant en stratégie, ancien président d'une multinationale en France. On parle tout de suite de T-Bike. Bonjour Marine Billis, vous êtes donc la fondatrice de cette start-up créée à Nice qui permet donc d'électrifier son vélo en ne changeant que la roue avant, c'est bien ça? Exactement. Comment ça marche? Fondatrice, pour être plus précise. Alors, c'est super simple. Vous avez votre roue actuelle. Un vieux vélo. N'importe quel vélo. Qui peut être très ancien. Exactement. Et c'est vraiment l'objectif de T-Bike, c'est de permettre à tous les possesseurs de vélos, qu'ils soient anciens, qu'ils soient nouveaux, que ce soit des vélos de ville, de route, etc., de pouvoir juste, en changeant leur roue avant, en mettant la roue T-Bike et en la connectant à l'application T-Bike, électrifier leur vélo. Ça prend 5 minutes. L'idée, c'est qu'en fait, votre vélo devient électrique grâce à l'application qui devient en fait votre tableau de bord. Donc, vous recevez avec la roue un support que vous calez sur votre guidon. Et vous avez, du fait que ce soit connecté et du fait que ce soit sur la roue avant, qui est vraiment la roue qui est la plus facile à enlever et à remettre, un mode d'électrification du vélo qui est accessible au plus grand nombre et qui est vraiment très simple, qui se fait en 5 minutes. Quand et pourquoi est-ce que vous avez créé T-Bike? Alors, c'est l'idée... Il y a eu un point de départ. Exactement. Ouais, il y a eu un point de départ. C'est l'idée de Laurent, du coup, qui est cofondateur et qui est vraiment le créateur de la roue. En fait, lui, il a beaucoup travaillé en Chine. Et il est tombé à l'occasion de différents voyages sur des cimetières de vélos en 2013. Alors qu'est-ce que c'est un cimetière de vélos, Marine? Ça ressemble à quoi? Parce que j'ai vu des photos. J'aimerais bien que vous nous décriviez. En fait, c'est des espèces de no man's land. Exactement. Des déchetteries. C'est des déchetteries. Sur plusieurs hectares. Ouais, c'est assez impressionnant. Vu de haut, c'est assez presque joli, c'est assez artistique. Parfois, on a l'impression d'être devant des champs de betteraves, de tournesol, de ce que vous voulez, parce qu'ils sont classés par couleur, par marque, en fait, de développeurs de vélos. L'idée, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2013, en Chine, il y a différentes villes qui ont voulu, pour lutter contre la pollution, inciter différentes marques de vélos à produire et à proposer plein de vélos dans les villes. Du coup, il y a à peu près 70 marques qui se sont lancées, qui ont proposé plein de vélos, sauf qu'ils se sont lancés très à la hâte et ils ont aussi pas bien réfléchi toute la partie entretien. Ça n'a pas fonctionné et ils ont jeté quasi aussi vite qu'ils ont développé tous les vélos et ça a généré des déchetteries énormes. Et quand Laurent a vu ça, il s'est dit en fait c'est juste pas possible parce que normalement un vélo c'est inusable. On devrait trouver des solutions pour leur donner une nouvelle vie de la manière la plus simple et la plus efficace possible. Et du coup, il a réfléchi avec une usine avec laquelle il travaillait depuis des années, une roue qui serait simple à utiliser, simple à mettre en place et la plus accessible possible, aussi bien en termes d'utilisation que de prix. Alors, j'estime en termes de prix, cette roue, elle coûte quand même 700 €. Elle coûte 750 €. Vous trouvez ça accessible? C'est un budget. C'est quand on compare en termes de performance à un vélo électrique du coup de performance similaire, c'est quand même 2 à 3 fois moins cher qu'un vélo total. L'idée, c'est que à moindre coût, du coup, quand on compare avec les vélos électriques, on garde le vélo qu'on a déjà, auquel on est en plus souvent plutôt attaché, surtout quand c'est un vieux vélo qu'on a parcouru pas mal de kilomètres avec, et ça permet d'électrifier dans un budget qui reste raisonnable. La roue, elle est éligible à certaines aides, subventions locales pour l'achat d'un kit d'électrification. Là, maintenant, ce sur quoi on travaille, parce que les kits d'électrification, en fait, ne sont pas si connus que ça. Et il y a beaucoup de communes qui ne l'ont pas intégré dans leurs aides juste parce qu'ils ne savaient pas nécessairement que ça existait.
Ce à quoi on travaille, du coup, c'est vraiment à faire gagner en visibilité à T-Bike, au kit d'électrification, pour que les communes se rendent aussi compte que les intégrer dans les aides, c'est bénéfique. Alors, un mot du nombre de roues que vous avez vendues. Oui. Quand est-ce que vous vous êtes lancé exactement? On s'est lancé en octobre dernier. En octobre dernier, donc c'est très très récent. On est récent. Et vous avez déjà un chiffre d'affaires de 1 million. Donc vous avez vendu... On a vendu 1500 roues à peu près. 1500 roues. Ouais. Et là, donc, le marché du vélo normal et électrique est en explosion Exactement. totale. Ouais. Comment ça s'est passé pendant le confinement et là en sortie de confinement? Alors pendant le confinement, ça a quand même été assez lent. Enfin, on a vu les ventes baisser. En revanche, à partir du moment où la date de déconfinement a été annoncée, là, on a vu les ventes exploser parce que les gens ont commencé à se projeter un peu. Ils se sont dit, moi, c'est hors de question que je reprenne les transports en commun et que je sois collée aux gens. Donc, il faut que je me mette à vélo. En amont, on avait mis en place des vraies campagnes de communication. On avait quand même été pas mal couverts par les médias, ce qui fait qu'on avait déjà eu beaucoup de personnes qui étaient rentrées en contact avec nous, qui commençaient à faire leurs recherches et qui avaient identifié T-Bike. Et du coup, à partir du moment où ils ont eu cette date, on a eu un tel nombre de ventes qu'on a été en rupture de stock pendant un moment et que là, on est en réapprovisionnement. Parce que ces roues, je vous laisse la parole, ces roues, elles sont fabriquées où? Alors, elles sont fabriquées en Chine pour l'instant. Voilà, c'est le partenaire qu'on a depuis le début, avec lequel on a réfléchi à toute la roue, etc. Notre objectif, et on est déjà en discussion là avec notamment une structure, c'est de pouvoir faire bouger en France un maximum de postes, notamment l'assemblage. Donc on est en train d'y travailler. Mais on peut fabriquer des vélos en France. Le vélo Made in France, regardez ce qui se passe avec Angel Bike. On peut, tout à fait. Et c'est vraiment... Appelez le groupe Seb, ils vont le faire. C'est sur quoi on travaille. Vraiment, c'est notre objectif. Et voilà, merci. Moi, je voulais vous poser une question. S'il y a des limitations techniques pour l'utilisation, par exemple, si c'est un pente, etc., ou s'il marche vraiment dans n'importe quelle circonstance. Non, c'est pour savoir si vous pouvez vous exporter en fait dans n'importe quelle ville, dans n'importe quelle géographie. Alors, il y a juste, on ne recommande pas aux personnes qui font du VTT intense, du coup, sur des chemins qui sont très cabossés, etc., d'utiliser la roue T-Bike, parce qu'en fait, la manière dont elle fonctionne, c'est qu'à l'intérieur, il y a des capteurs gyroscopiques. Ces capteurs vont permettre de sentir le mouvement de la roue et ils vont enclencher le moteur à partir de 5 km/h. Ils vont le couper à 25 km/h parce que c'est la réglementation. Du coup, ces capteurs, ils risquent, s'il y a trop de choc, d'être endommagés et de plus bien fonctionner. Donc, dans ces cas-là, quand on nous parle de VTT, nous, tout de suite, on dit attention, si vous n'êtes pas sur des chemins carrossables, évitez parce que vous risquez d'avoir des soucis. En revanche, après, au contraire, justement, quand il y a des pentes, l'idée de T-Bike, c'est vraiment d'aider les personnes qui ont besoin d'un petit coup de pouce sur des routes qui ne sont pas toujours évidentes à traverser au quotidien, de pouvoir utiliser la roue T-Bike. Et on a d'ailleurs à l'intérieur de la roue aussi un inclinomètre qui se rend compte justement du degré d'inclinaison de la pente et qui est capable d'aider en fonction. Je reviens vers vous juste après. On passe à Amélia Matar, qui a fondé donc Coloris. Coloris, le code sans écran, c'était impensable, mais vous l'avez fait. Comment ça marche? Vous aidez les jeunes, les enfants, à coder sans écran, parce que jusqu'ici, tout fonctionnait via un ordinateur. Oui. Alors l'idée, c'est de s'adresser à une tranche d'âge très précoce, parce qu'on s'adresse aux enfants de 3 à 6 ans. Et à ces âges-là, il n'est pas recommandé d'exposer l'enfant trop longtemps aux écrans. Donc on s'est posé la question de comment initier ces enfants au numérique sans avoir affaire à l'écran. Donc toute notre pédagogie repose sur un conte qui met en scène une petite fille et un petit garçon métis qui tous deux incarnent le manque de diversité qu'on observe aujourd'hui. Et ce conte, on le trouve où? On le trouve en librairie pour le premier chapitre. En librairie, d'accord. Ouais. Et dans tous nos ateliers, tous nos animateurs sont équipés. D'accord. Et à partir de la lecture de ce conte, on va ensuite proposer aux enfants des activités directement en lien avec les notions qui sont abordées dans les différents chapitres du conte. Donc par exemple, le premier chapitre porte sur l'algorithme. Les enfants vont ensuite manipuler la notion d'algorithme à travers, par exemple, les algorithmes de la vie quotidienne. Donc on va les amener à décomposer l'algorithme se laver les dents. En fait, dès lors qu'on est en train d'exécuter une suite d'instructions précises en vue de résoudre une tâche ou d'accomplir ou de résoudre un problème, on est dans une pensée algorithmique. Donc on va les amener à décomposer l'algorithme, se laver les dents et à le reconstituer de manière logique. Ils vont aussi programmer un petit robot qui ne nécessite pas l'utilisation d'un écran pour être programmé. Voilà, ce type d'activité. Alors combien ça coûte? Quel est votre business model en fait? Comment ça fonctionne? Alors aujourd'hui, on s'adresse soit aux structures privées, aux écoles privées, soit aux collectivités locales qui sont très friandes de notre approche parce qu'elles ont conscience qu'il y a un besoin assez urgent d'initier ces enfants, de développer leur esprit critique vis-à-vis de ce tout technologique dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et donc, elles vont nous acheter soit de la formation pour la communauté éducative de la ville, soit des ateliers qu'on va nous-mêmes opérer en direct. Et vous achetez à quel prix?
Et combien est-ce que vous êtes client aujourd'hui? Alors, à quel prix? C'est très variable selon qu'elles nous achètent un atelier, ou dans ce cas-là, on est aux alentours de 500 euros. Certaines nous commandent 32 ateliers dans l'année, donc auquel cas, c'est un pacte qui va tourner autour des 4 000 euros. Et aujourd'hui, on a 10 communes partenaires, on travaille dans une quarantaine d'écoles, on forme aussi des adultes régulièrement à notre méthode. Et les écoles uniquement privées, pourquoi? Privé et public, privé, non, public, on est j'ai également préféré. sur les écoles publiques. Ça, c'était partie de ma question, mais j'ai une deuxième aussi. Il n'y a pas un peu d'ambiguïté dans le fait de parler de digital dans un support traditionnel papier? Est-ce qu'il n'y a pas un peu de résistance dans ce processus? Alors, Même pour des nous, c'était de toute éducateurs. façon un prérequis dès lors qu'on s'adresse à des enfants très jeunes et ils sont suffisamment exposés aux écrans par ailleurs. Pour nous, c'était vraiment très important de proposer cette approche de manière totalement déconnectée. Et en fait, il faut savoir que les ingénieurs, même assez seniors, qui développent des algorithmes, souvent prennent un papier et un crayon pour écrire l'algorithme à la main. En fait, la notion d'algorithme, elle se comprend indépendamment de l'écran. C'est une notion qui existe, qui précède de très très longtemps l'informatique. Pourquoi est-ce que ces apprentissages ont besoin d'être précoces pour favoriser justement des vocations? Alors nous, notre conviction, c'est que les enfants sont comme nous baignés dans la révolution technologique, même dès le plus jeune âge. Ils observent leurs parents utiliser différents types d'écrans. Parfois, l'écran est même présent dans la classe. Et aujourd'hui, il y a assez peu de supports qui leur expliquent cette révolution et qui leur permet de prendre une distance critique vis-à-vis de tout ça, parce qu'on pense que le numérique peut être très très bénéfique pour notre société, mais qu'il faut quand même avoir un esprit critique par rapport à tous ces développements. Je reviens vers vous, Marine. Quelle est votre cible aujourd'hui? Parce qu'il y a ceux qui veulent s'offrir un très beau vélo électrique à plus de 2 000 euros. Il y a ceux qui veulent garder leur petit biclou d'antan. Vous êtes un peu entre les deux. Quelle est votre cible? Qu'est-ce que vous visez? Alors, on vise quand même principalement les urbains. Mais on vise surtout tous les possesseurs de vélos. Donc en fait, la cible est très large. Et nous, de base, on avait un peu une cible principale qu'on pensait qui était une jeune femme urbaine, qui s'inquiète pas mal de l'impact éco-environnemental qu'elle va avoir au quotidien. En fait, on se rend compte qu'on a tout aussi bien des hommes que des femmes, qu'on a tout aussi bien des jeunes que des plus âgés, qu'on a aussi pas mal de personnes qui sont en fait à la campagne et qui vont utiliser le vélo plutôt en mode loisir pour le week-end, aller faire des longues balades et pas avoir quelqu'un à la traîne qui roule un petit peu moins vite. En fait, c'est très très large, c'est beaucoup plus large que ce qu'on pensait. Du coup, on affine aussi un petit peu selon ce qu'on découvre au fur et à mesure. Cette cible, elle a envie de se faire plaisir ou elle a envie de faire un geste pour la planète et elle est solidaire de l'économie circulaire que vous promouvez? Ouais, elle a envie, elle commence à se dire oui, là, il faut que je fasse quelque chose. Donc, il y a un engagement dans cet achat? Il y a un engagement. En fait, on retrouve souvent dans les témoignages qu'on a des gens qui sont super contents de pouvoir donner une nouvelle vie à leur vélo. Parce qu'ils y sont attachés, mais parce qu'aussi, du coup, ils ont l'impression de faire une bonne action et qu'ils ont l'impression d'impacter positivement leur environnement. Et c'est tellement dans l'air du temps en ce moment. Et le vélo leur permet aussi de remonter en selle, de faire de l'exercice. Enfin, il y a tellement de bénéfices, en fait, qu'ils ont vraiment l'impression qu'ils combinent tout en une seule roue et que c'était ce qu'il leur fallait, quoi. Cette poussée de lutte contre le gaspillage, vous la sentez de plus en plus prégnante depuis justement le déconfinement? Ouais, vraiment, on ressent vraiment dans les retours qui nous sont faits de la part des clients que ce côté je garde mon vélo et je lui donne une nouvelle vie et je recycle et non pas je laisse mon vélo dans un garage pour acheter un nouveau vélo tout neuf. Il est super important pour de plus en plus de personnes. Et vous, Amélia, le confinement, comment est-ce que vous l'avez vécu? Est-ce que ça a été l'occasion également de promouvoir vos méthodes et de capter une nouvelle clientèle? Oui, absolument. On a mis à disposition des parents des activités à télécharger sur notre site et on a connu une explosion de notre trafic sur le site. Plusieurs médias se sont saisis de ces activités et les parents, effectivement, ont téléchargé massivement nos activités. Dernière question à Mancho. Oui, une petite question aussi, c'est-à-dire cette méthodologie en arrivant très tôt pour les enfants. Est-ce que vous avez fait une consultation ou une étude un peu scientifique avec des experts pour dire si c'était vraiment approprié d'exposer les enfants très tôt déjà à ces concepts? C'est-à-dire c'est ajusté au niveau
niveau technique, en fait, Oui. d'éducation Oui, des enfants. absolument. Alors, on travaille étroitement avec une chercheuse, une ancienne chercheuse du MIT qui s'appelle Kimberly Smith, qui vit aux États-Unis, et qui a effectivement regroupé différentes études. Et l'une de ces études montre que l'apprentissage précoce du numérique permet de créer des vocations auprès de populations qui sont sous-représentées dans ces métiers, à savoir les personnes issues de milieux plutôt défavorisés et les femmes. Donc, c'est très intéressant, effectivement, d'initier tout le monde, dès le plus jeune âge, à ces sujets sans écran quand on parle de jeunes enfants. Merci à toutes les deux. Marine Billis, fondatrice de T-Bike, et Amelia Matar, CEO de Coloris. Merci beaucoup à Mancho. On se retrouve la semaine prochaine. On marque une courte pause, on se retrouve juste après. Et on retrouve Florence Martin-Kessler pour Smart Fresh. Bonjour Florence, bienvenue. Et sur ce plateau également, Élodie Abécassis, fondatrice du site iMake, qui vient de lever 1,5 million d'euros pendant le confinement, notamment auprès du fonds de Xavier Niel. Vous restez avec nous. On commence tout de suite avec 3 histoires autour des coulisses du journalisme. Florence, c'est le sujet que vous avez choisi aujourd'hui. Pourquoi est-ce que vous voulez nous parler des coulisses? Elles sont intéressantes, elles sont subtiles, ces coulisses? Non, mais je pense que donc le principe de donc j'ai créé ce média sur scène qui s'appelle Live Magazine et qui est pas enregistré, dont on n'annonce pas le programme à l'avance, et donc on essaye de faire monter sur scène des journalistes qui parlent à la première personne. Et je pense que le journalisme en ce moment est, vous n'êtes pas sans le savoir, très attaqué en Europe, et la France, c'est le pays qui a l'indice de confiance envers les journalistes le plus bas. On a perdu 11 points cette année. Donc en étant un petit peu transparent, en expliquant d'où on parle, en parlant de ses doutes et parfois de sa subjectivité et de pourquoi on a choisi tel sujet ou pas un autre, je pense que c'est un des éléments qui permet de montrer au grand public que les journalistes ne font pas partie d'un système. Bien sûr. Et alors, il y a des histoires qui changent, qui modifient un peu la trajectoire du journaliste. C'est ça que vous avez voulu nous raconter? Oui, alors on a fait monter sur scène 500 personnes, mais j'en ai choisi 3. C'est 3 histoires qui ont été enquêtées par des femmes. Et elles sont assez dingues, parce que souvent... il faut être assez obsessionnel pour faire ce métier, et il faut avoir des petites marottes et tirer des fils. Et là, il y a Anne Georget. Alors, on commence par Anne Georget. Donc, Anne Georget, elle est réalisatrice de documentaires. Elle faisait beaucoup de documentaires scientifiques. C'est pour ça que je l'avais contactée. Elle a fait une énorme enquête sur le cholestérol et le sucre, très intéressante. Mais en fait, elle a été un jour, elle lit le journal et elle tombe sur une histoire de carnet de recettes de cuisine. Et elle fait un film là-dessus sur une déportée qui a pendant sa déportation, fait des recettes. Et puis un jour, elle reçoit une lettre d'un homme qui dit « Mais moi, dans mon placard, mon père était résistant, il a été déporté, j'ai un carnet de recettes de 330 recettes de cuisine. » Et puis petit à petit, elle se retrouve à devenir un peu l'experte, la fille qui trouve des carnets de recettes. Et pourquoi ces recettes? En fait, donc elle en a trouvé avec des gens qui étaient au goulag. C'est des recettes confidentielles. Non, c'est juste qu'en fait, comme on ne peut pas parler de grand-chose quand on est enfermé, on ne peut pas parler trop de sa vie d'avant. Et les recettes, c'est quelque chose, il n'y a pas besoin d'être un intellectuel. Tout le monde a des souvenirs de recettes, et ça permet de partager quelque chose et peut-être de résister un petit peu. Donc, elle a passé 15 ans de sa vie à chercher ces recettes. Et c'est une des histoires qu'on a fait dans plusieurs pays, parce que Anne est bilingue et qui est très bouleversante et très belle. Vous nous parlez aussi d'une journaliste du Monde, Aline Leclerc. Oui, alors Aline Leclerc, je l'avais contactée parce qu'elle a été la première pour Le Monde à couvrir le Bataclan, et on cherche toujours et les attentats de 2015. Mais elle m'a dit que c'était pas une histoire qu'elle pouvait raconter, ça avait été trop compliqué. Elle avait fait toutes les notices nécrologiques. Et elle m'a dit, mais il y a une histoire que j'ai jamais pu publier dans les colonnes du journal, et c'est ça que je voudrais raconter sur la scène du Live Magazine. Et elle a passé 3 ans à la Courneuve, dans une cité, et puis donc elle a passé beaucoup de temps à tisser des liens avec des gens. Un jour, il y a une chose qu'elle publie, c'est une histoire d'une femme, Samira, qui est mère de famille et qui a investi dans une énorme télé, un écran plat. Donc elle publie le portrait de Samira avec cette télé dans son salon. Et là, c'est le déferlement des injures, et elle se dit, cette femme, elle avait vraiment rien à gagner, elle voulait juste expliquer sa vie. Et elle comprend, de fil en aiguille, et c'était vraiment bouleversant. Je crois qu'elle a fait pleurer les 1000 personnes qui étaient là, Aline.
Elle explique qu'en tant que journaliste, il y a des choses qu'elle ne peut pas publier parce que c'est trop compliqué à l'ère des réseaux sociaux. Et que, du coup, elle les garde pour elle. Oui, elle les garde pour elle. Et puis le dernier portrait, c'est Tasnim Al-Sultan. Alors Tasnim, elle était une journaliste du New York Times. Oui, elle travaille pour le New York Times. Elle est saoudienne, donc il n'y a pas beaucoup de journalisme femmes en Arabie Saoudite. Et elle, ce qui est génial, on l'a fait venir l'année dernière. Elle était photographe de mariage, donc elle faisait des photos hyper glamour de ces mariages luxueux dans tout le Golfe. Et puis elle était mariée dans un mariage sans amour, puisqu'elle n'avait pas trop décidé. Et donc elle a décidé de divorcer, ce qui est très compliqué. Et elle est devenue reporter et elle s'est dit qu'elle allait faire une grande enquête sur l'amour en Arabie Saoudite. Et ces photos sont hyper fortes parce qu'elle a un accès que personne d'autre n'a sur la vie intime des Saoudiennes. Et c'est magnifique. Et du coup, elle s'est inventée et elle a couvert Et maintenant, elle couvre l'Arabie Saoudite pour le New York Times. Merci beaucoup, Florence. Vous restez évidemment avec nous. On passe à vous, Élodie Abécassis. Vous êtes donc la fondatrice de iMake. iMake, c'est une place de marché qui propose des références de produits. Aujourd'hui, 50 000 références de produits à tous ceux qui veulent faire par eux-mêmes plutôt que d'acheter eux-mêmes. Il y a eu un engouement évidemment incroyable pendant le confinement, mais c'était déjà le cas avant, cette tendance du do-it-yourself. Oui, la tendance du do-it-yourself en fait préexistait. Elle a été vous l'aviez senti puisque vous avez créé fin 2019, Exactement. iMake. Oui, nous avons eu l'idée avant. En fait, déjà, à titre personnel, j'ai toujours aimé faire moi-même, que ce soit des bijoux, des vêtements, faire ses cosmétiques, faire ses produits d'entretien. Et je suis profondément convaincue que le fait de faire soi-même, au lieu d'acheter, c'est un mode de vie. La consommation est en train de changer, la société de consommation est en train de changer et nous souhaitons tous consommer différemment, consommer mieux mais consommer moins. Et le do-it-yourself, c'est réellement une solution à cette mutation de la consommation, avec des motivations qui sont diverses. Vous pouvez décider de faire vous-même plutôt que d'acheter, par souci écologique, par souci économique aussi, ça vous coûte moins cher, par souhait de transparence, d'authenticité, de connaître les ingrédients, par exemple, de ce que vous mangez, de ce que vous mettez sur votre peau, des produits d'entretien qui sont dans votre maison. Et enfin, la quatrième motivation, c'est une motivation de satisfaction personnelle. Les gens sont fiers, on est content de porter quelque chose que l'on a fait, d'offrir quelque chose, un cadeau de naissance que l'on a fait, et à Noël aussi, de pouvoir finalement avoir quelque chose de beaucoup plus personnel. Et c'est important par les temps qui courent. Alors, vous avez conclu une levée de fonds de 1 million par million. Ça aurait été bien. 1,5 million d'euros pendant le confinement, notamment auprès du fonds de Xavier Niel. Comment est-ce qu'on réussit une levée de fonds pendant un confinement? Comment ça se passe? Oui, alors nous avons levé donc auprès du fonds Kima, effectivement dédié aux startups de Xavier Niel, également auprès du fonds Utopia, voilà, et auprès d'une douzaine de business angels. Nous avions entamé ces discussions avant le confinement, et effectivement le confinement n'a pas remis en cause cette levée, vu que la tendance profonde préexistait. Par exemple, il y avait une statistique en 2018 de l'Observatoire Société et Consommation qui montrait déjà que 8 Français sur 10 avaient déjà fait quelque chose de ses mains. Comment ça s'est passé, du coup, ce confinement? Est-ce que vous avez... Comment est-ce que vous l'avez fait connaître, votre plateforme, pour que vraiment elle explose pendant le confinement? Oui. Parce que c'est facile de la créer, mais il faut encore que les gens la connaissent. Tout à fait. Le confinement, en fait, a eu deux impacts. Il y a eu un impact soudain de rupture de stock sur certains produits très spécifiques, comme les machines à coudre, les élastiques pour faire ses masques. Et ensuite, elle nous a permis aussi d'innover, en fait. Et c'est ça, souvent, la beauté, je trouve, des startups, c'est de se dire, du jour au lendemain, qu'est-ce qu'on peut modifier en termes de communication, en termes de fonctionnement. Et notamment, nous avons créé en une semaine un fonctionnement de live sur Instagram où, au lieu d'avoir seulement nos tutoriels, donc nos conseils sur le site internet, qui faisait partie intégrante de notre stratégie dès le début de la création de la société, c'est d'apporter du conseil. Parce que même si vous avez envie de faire par vous-même, par exemple votre dentifrice ou votre crème hydratante, vous ne savez pas forcément comment vous lancer. Donc au lieu de faire que des tutoriels sur le site, nous avons rajouté des tutoriels en live sur Instagram, 5 par semaine, et là nous continuons à 2 par semaine, où une créatrice ou un créateur partage avec notre communauté et fait une réalisation.
Donc l'apport des réseaux sociaux est colossal. Colossal. Instagram a vraiment explosé pour nous pendant le confinement. Et c'est magnifique, je trouve, de voir que malgré la solitude, l'isolement du confinement, les gens se retrouvaient en fait à plusieurs centaines en même temps pour coudre une jupe ou pour réaliser leur dentifrice et échanger leurs conseils, leurs petits tips. Voilà. Et malgré la solitude, du coup, on a eu à cœur de recréer l'échange du faire soi-même. Donc, je le disais, 50 000 références sur votre site aujourd'hui. Comment ça se passe ? Les produits référencés payent un abonnement, c'est ça ? Donc, nous sommes une marketplace, effectivement. Nous mettons en relation des vendeurs de fournitures et des acheteurs particuliers. Et notre business model est une commission sur les ventes. Donc, nous nous rémunérons sur les ventes. L'objectif, c'est d'avoir combien de produits et de références à terme? Oui, alors là, nous sommes déjà à 60 000, du coup. Le chiffre a augmenté en quelques jours. Ça va assez vite. Nous aimerions bien être à 100 000 références rapidement, afin de couvrir vraiment nos 10 univers. Parce que donc, nous avons des fournitures dans la déco, des fournitures pour faire ses vêtements, pour faire ses bijoux, des fournitures aussi d'art floral, d'activités enfants. Donc là, avec l'arrivée des vacances, si vous avez besoin d'activités créatives ou manuelles pour occuper vos enfants, on a toute une partie activités enfants que nous sommes en train d'enrichir. La partie cosmétique, produits d'entretien maison, et enfin une partie jardinage aussi, donc avec les beaux jours, une façon de trouver ces fournitures sur une partie du site et ses conseils sur la deuxième partie. Vous vous appuyez sur une communauté dite de makers. Oui. D'où elle vient cette communauté? Est-ce qu'elle est française, internationale? Et qui sont les personnes qui appartiennent à cette communauté? Oui. Alors pour l'instant, elle est principalement française. Après, on a également des makers français qui habitent à l'étranger parce que grâce aux réseaux sociaux, on n'a pas vraiment besoin d'être dans le même pays. Mais la communauté des makers, en fait, on l'a surtout recrutée par leur expertise. Donc nous avons 2 ou 3 expertes de cosmétiques fait maison, quelques experts déco, des experts couture. Et ces makers partagent leur savoir-faire, leurs conseils, à la fois pour les néophytes. Donc, si vous avez envie de vous lancer, vous pourrez trouver sur iMake des articles sur comment se lancer dans faire ses vêtements, comment se lancer dans faire ses cosmétiques, et également pour les experts. Et c'est pour ça que nous avons que des makers pros qui apportent des conseils précis sur comment, par exemple, faire sa déco en punch needle ou comment faire un reprisage créatif. Voilà, donc tous ces makers ont chacun une spécificité. Quelle a été la croissance de votre chiffre d'affaires pendant le confinement et en sortie de confinement? Qu'est-ce que ça représente? Vous vendez combien de produits par mois à peu près? Alors, ce que je peux vous dire, c'est qu'on est en croissance de 100% chaque mois là en ce moment. Donc, on est vraiment sur un bel envol. Mais là, c'est sur le dernier mois, effectivement. D'accord, donc vous vendez combien de produits par mois à peu près? Je n'ai pas les chiffres en produits, mais en tout cas, on a vraiment une croissance chaque mois, effectivement. Cette folie du do-it-yourself, elle vient d'où? Elle est née comment? Elle est née où? C'est pas une folie du do-it-yourself qui est née d'un coup. En fait, c'est réactiver des méthodes d'antan, en quelque sorte. Simplement, des méthodes de grand-mère. Parfois, c'est des méthodes de grand-mère. Moi, j'ai retrouvé des magazines des années 70 où les gens créaient un terrarium, comme si c'était la nouveauté des années 70. Et aujourd'hui, on parle de terrarium, donc vous voyez ces petites plantes pour l'intérieur, comme si c'était une nouveauté. Donc, en réalité, on réactualise souvent des méthodes qui sont anciennes. Mais par contre, ce qui est l'engouement réel, c'est l'élargissement dans la population. Par exemple, il y a 1/3 des Françaises qui ont déjà réalisé elles-mêmes leurs cosmétiques. Ça, c'est nouveau. La vraie présence, avant, c'était une petite partie de la population. Donc la nouveauté, en réalité, c'est l'élargissement. On passe d'une tendance de niche à une réalité de terrain et une réalité de consommation. Merci beaucoup Élodie Abécassis, merci d'être venue sur ce plateau. C'est la fin de cette émission, merci de nous avoir suivis. Vous retrouvez tout de suite Aurélie Planex qui interviewe la fondatrice de Mon Masque de France. Très belle journée et à demain. Et oui, Capucine, je recevais Diane Deblic, c'est la fondatrice et CEO des ateliers français de la sellerie. Elle a monté en plein confinement une usine nouvelle pour pouvoir fabriquer des masques. Ça s'appelle le Mon Masque de France et elle était sur le plateau de Bismart. Vous fabriquez donc de la sellerie, donc c'est-à-dire du cuir pour les intérieurs de voitures, de selles, de motos, de bagagerie, si j'ai bien compris. C'est ça. Et vous êtes mise à produire des masques comme beaucoup d'entreprises, mais plutôt d'habitude des entreprises qui sont dans le textile pur. Oui. Là, quand même, on est un tout petit peu éloigné de votre métier de base.
Qu'est-ce qui vous a pris de vous dire, tiens, je vais switcher complètement? Alors, c'est pas un switch, c'est un complément. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a commencé par du bénévolat. On a commencé à fabriquer et à offrir un certain nombre de masques qu'on a distribués dans les EHPAD en faisant un appel aux dons de tissus initialement, notamment auprès de Mage qui nous a répondu, Albert Arts, enfin un certain nombre d'entreprises. Et au bout de presque 2000 masques fabriqués et distribués, il y avait une telle demande et une telle inquiétude, notamment des mères qui cherchaient pour leurs administrés à les protéger. Il se trouve que clairement tout ça n'existe que parce que mon fils m'a dit toi tu peux faire ça, c'est-à-dire tu crées une entité, une autre de plus. Et vous avez dû le regarder en disant t'es gentil fiston, mais là ça va 5 minutes, j'ai un peu d'autres choses à gérer, non? Alors j'ai commencé à dire que remonter encore une structure c'est lourd, mais l'enjeu il était en fait il n'y avait pas d'option, c'est-à-dire que je pense que c'était vraiment utile et c'est un acte citoyen. Pour que ce soit vraiment vécu comme tel et perçu comme tel, on ne s'est pas empressé justement d'aller servir le grand public en se disant on va faire des marges, etc. On a servi les collectivités. Donc ce qui a été fascinant dans cette histoire qui a pris exactement 21 jours, donc 21 jours quand tout est fermé, parce que c'est ça la réalité. Oui, c'est vrai. Quand il y a une peur ambiante, parce qu'il y avait ça partout, de recruter des gens. Parce que vous avez recruté en plus. Non. Vous n'avez pas pris que des gens de vos équipes. Les gens des équipes ont travaillé sur le bénévolat et elles-mêmes, elles étaient occupées parce qu'en réalité, nous, on n'a jamais fermé. Sur la sellerie, vous n'avez jamais fermé? Donc, parce qu'on fait de la sous-traitance pour une très grande marque qui avait, elle, toutes ses boutiques fermées et qui avait des besoins pour travailler sur des produits, en fait, complémentaires. D'accord. Et donc, le temps que ces personnes ont donné, elles l'ont donné en plus de leur travail. Donc là, il fallait recruter. Il y a des couturiers, des couturières en France. On parle de relocalisation, on parle de beaucoup de choses. Mais la réalité, c'est qui s'en préoccupe. Donc, il y a, particulièrement dans l'Aisne, on est dans les Hauts-de-France quand même, des couturiers, des couturières de métier qui sont au chômage, qui étaient au chômage à ce moment-là. J'ai fait tous les recrutements en passant par Pôle emploi, qui a diffusé les annonces. Je les ai tous contactés au téléphone, puisqu'en réalité, je ne pouvais pas les voir. Il y avait, à chaque fois que je faisais un rendez-vous avec quelqu'un, il fallait que je lui fasse une attestation pour qu'il se déplace. Bien sûr, Il y avait ça. On est dans une ambiance aujourd'hui différente. Et on oublie très facilement, je trouve, dans notre pays, ce qui s'est passé et la tension qu'il y avait. Et ce qui a été fascinant dans toutes les péripéties, parce que trouver en clair un local quand tout est fermé, trouver des machines. On a acheté 22 machines. Vous avez acheté 22 machines? Oui. J'ai surtout demandé un prêt à ma banque. Et là, je ne parle pas du PGE, je parle d'un prêt. Puisque un chef d'entreprise, c'est lui qui s'engage. Oui, absolument, on est bien d'accord. Ce qui a été fascinant, c'est que la qualité de ce qui a été monté, en tout cas, la clarté du dossier, on va dire, et l'enjeu de recréation d'emplois, j'ai eu un accord en 48 heures. Ça se souligne. Je vais même souligner le nom de la banque. C'est assez rare pour pouvoir le faire, donc c'est le CIC, parce que c'est une question de personne. Il se trouve que c'est le CIC, mais je pense que si la personne avait été dans une autre banque, peut-être ça aurait été fait pareil. C'est une question de personne, toujours. C'est une question de relation de confiance. Exactement. Et de... Voilà. Donc il fallait trouver le local, les agences fermées, tout fermé. Oui, vous ne pouviez pas le faire dans votre site. Mais non, parce que moi, dans mon site, il y a d'autres machines, il y a une autre activité. Ouais, donc c'était vraiment de la création et c'était ça l'engagement citoyen. C'est-à-dire, je me suis dit, si on peut faire ça, si on peut permettre à des personnes de retrouver un emploi. Et vous avez recruté combien de personnes là? 20. Mais il y a une réalité qui est qu'on n'engage pas des gens pour que ça s'arrête au bout de 2 mois. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais vous poser comme donc, question. Donc, quelle pérennité après ça vous nous voyez contraignait à trouver. Nous, on n'est pas un labo de technologie, donc c'est pas nous qui malheureusement pouvons développer des technologies, mais dans le monde, il y a des gens qui font ça. Et donc de sourcer, d'identifier des partenaires qui, eux, pouvaient offrir une valeur ajoutée. Nous, la valeur ajoutée, c'est qu'on fabrique en France, on est dans l'Aisne, et c'est du 100% français en vrai. En vrai de vrai. En vrai de vrai. Il y a un certain nombre d'entreprises qui ont des jolis noms français et qui sous-traitent à droite et à gauche et en Tunisie. Là, vous sous-traitez pas. Voilà, on ne sous-traite rien du tout, puisque le but, c'est de créer de l'emploi. J'étais prête à faire un truc sur le site que je vais pas faire, mais peut-être que je ferai. C'est plus j'ai de commandes, plus je crée d'emplois. C'est aussi simple que ça. Donc ça, c'était très important. Et on a été aidés par nous-mêmes et par personne d'autre. Bien sûr, par les mairies qui étaient en urgence. En tout cas, on se devait, du coup, d'innover, d'apporter une valeur ajoutée. Ouais. Si l'idée, c'était de monter un site avec une offre de plus sur le marché, il y a pléthore d'offres de masques en tissu, plus ou moins qualitatifs et plus ou moins chers.
Donc nous, on voulait apporter une valeur ajoutée supplémentaire. Cette valeur ajoutée, c'est de travailler des tissus qui déjà intrinsèquement sont de très grande qualité parce que sont issus d'un tisseur en Europe, en Italie, très clairement. Il n'y a plus de tisseurs en France, hein, j'y suis pour rien. Ou en tout cas, plus beaucoup, sur les tissus qui sont adaptables au sujet masque. Et qui, ce groupe a traité avec une technologie suisse, une société suisse, qui s'appelle Viroformula, et qui a sorti un traitement qui fait que antibactérien, antiviral, et qui détruit entre 2 et 5 minutes n'importe quelle chose qui reste fixée sur un masque ou sur un tissu, quel que soit le tissu. Et ça supporte le lavage? Et ça supporte, alors d'abord c'est 30 lavages garantis, et c'est 40 degrés, il n'y a pas besoin d'aller à 60 degrés. L'avantage, c'est que cette technologie, c'est au-delà d'une protection. C'est-à-dire que le masque, par principe, on dit c'est un masque barrière, ça s'appelle comme ça. Ça reste barrière, mais quand vous savez que quoi que ce soit qui se pose sur un tissu qui va être détruit, ou la bactérie ou le virus va être détruit, c'est quand même une autre histoire. Vous augmentez votre protection de fait.